Effectivement, m'inscrire dans la continuité de ce qui vous a été présenté, mais plutôt sous l'angle de la formation continue, en vous parlant d'un diplôme qui a émergé à l'Université de Lyon il y a 5 ans environ. En fait, moi, comme Vincent vous l'a expliqué, j'étais enseignante aussi, en petite section à différents niveaux, formatrice aussi éducation nationale, puis à l'université, je m'apercevais que dans tous mes espaces de formation, en fait, on était très cloisonnés. On avait la formation d'un côté des enseignants, de l'autre des formateurs, de l'autre des inspecteurs, de l'autre de la petite enfance, etc. Donc au travers de mes différentes expériences, il m'a paru important peut-être de permettre à tout un chacun de croiser les regards. Donc on s'est inscrit au niveau de l'université à la fois dans cette dynamique de formation continue, mais aussi dans un souhait qui nous était très cher, de permettre à des personnes qui œuvraient dans des univers un petit peu différents, avec un point commun qui était l'accompagnement du jeune enfant, de se retrouver, de se former ensemble, et quelque chose d'assez innovant en France, qui était peu importe leur niveau de qualification. Nous, on est dans un système qui, comme on vous l'a expliqué au travers du master, fonctionne en diplomation, et là, c'était un diplôme ouvert à tous, avec 3 objectifs fondamentaux. Un objectif de montée en expertise. On a parlé de ce matin de l'importance aussi à tout un chacun travaillant dans cet univers d'avoir l'opportunité d'accéder aux travaux de recherche. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour nous. Il y a des recherches qui sortent tous les jours, que ce soit sur le développement donc, cérébral de l'enfant, en passant par le sommeil, l'alimentation et j'en passe. Donc des éléments très importants et structurants pour construire les apprentissages. Donc permettre à toutes ces personnes de se former ensemble sur ces objets de formation et de monter en expertise. Un deuxième objectif qui était aussi de construire des pôles de formation. Et ça, je pense que c'est une idée avec laquelle nous pourrons échanger, sur laquelle nous pourrons échanger aussi, dans la mesure où, dans la continuité de ce que je vais expliquer dans quelques instants qui se passe au Maroc, je pense que c'est très important aussi. Bien entendu, au niveau de l'université, on ne peut pas former tout le monde, et puis c'est pas forcément un objectif très louable, mais l'idée est de construire des formations pour permettre ensuite à d'autres personnes de les déployer au plus près des territoires et de la connaissance d'un territoire. J'ai beaucoup apprécié les présentations de ce matin. Vous avez parlé des milieux ruraux, des milieux qui étaient aussi peut-être différents en périphérie des grandes villes, etc. Nous avons, alors certes, un paysage un petit peu différent en France, mais on retrouve ces particularités aussi, avec des zones rurales, des zones d'éducation prioritaire, etc. Et il était important pour nous qu'une formation puisse ensuite rentrer en adéquation très fine avec le territoire et les acteurs de ces territoires. Voilà, donc ces orientations nous ont amenés à construire donc le DUCMAJ et en France. Et nous avons eu la chance, parce que je pense que c'est une véritable chance pour nous, d'être intégrés dans un projet de FSPI qui a été monté par l'Institut français au Maroc et en partenariat avec le ministère. Et il nous a été demandé de réfléchir justement à cet accompagnement des éducatrices, mais surtout et avant tout des formateurs, en vue de ce déploiement et de la dynamique dans laquelle je vous ai expliqué qu'on s'inscrivait. Donc dans cette idée d'accompagner aussi cette belle aventure que vous êtes en train de déployer au niveau du Maroc et ce véritable défi, comme vous l'appelez, qui nous semble un objectif, se rapprocher tout à fait du nôtre. Donc on a lancé au travers de ce projet du FSPI une modalité du DUCMAJ, puisqu'il s'appelle le DUCMAJ, DU, développer une culture métier autour du jeune enfant. Nous l'avons déployé au sein du Maroc, après une période pendant laquelle j'ai eu la chance aussi d'aller sur le terrain, observer les pratiques des éducateurs, des superviseurs et des inspecteurs. Donc un grand merci aussi aux fondations qui m'ont permis de voir toutes ces écoles. Et nous avons construit, donc juste si tu peux rester une seconde sur voilà. Et nous avons construit donc cette formation avec 3 publics. Un public d'éducatrices, il y en a parmi vous, que je suis contente de retrouver aujourd'hui, un public d'encadrants et un public d'inspecteurs, que je suis aussi ravie de rencontrer bien entendu aujourd'hui. Et nous avons essayé de co-construire ensemble une dynamique pour l'accompagnement de ce préscolaire au niveau du Maroc. Au niveau de ce qu'on vise au travers de ce DU, puisqu'il y a diplomation, puisqu'on parle d'un diplôme universitaire,
c'est premièrement de faire monter tout le monde en expertise. Donc on n'est pas du tout sur on n'est pas sur la formation initiale, hein, on s'inscrit dans la continuité, c'est-à-dire des éducateurs, bien sûr des encadrants déjà formés et des inspecteurs. Donc on est sur une montée en compétences par rapport à cette petite enfance. Nous avons orienté notre formation vers certains modules, modules sur les apports actualisés du jeune enfant, neurosciences, l'appropriation de tout ce qui concerne le développement langagier. Vous aurez des interventions, je crois, en atelier demain sur le langage, à différencier de la langue, quelque chose qui est important pour nous, la question du temps et des espaces. La question des familles, que vous avez aussi beaucoup abordée et qui nous tient énormément à cœur. Nous avons les mêmes préoccupations en France que vous, c'est-à-dire faire en sorte de construire avec les familles une réelle coéducation. Et puis, participer au développement professionnel de tout un chacun. Je suis convaincue, en évoluant dans ma carrière, que permettre à toute personne d'avancer professionnellement est un facteur non seulement de qualité, mais aussi d'engagement, de motivation au quotidien, dans des espaces qui, au quotidien, ne sont pas toujours évidents à vivre. Alors, ce diplôme aboutit à une évaluation, puisque nous sommes dans une certification avec diplomation, avec un portfolio, qui est un outil aussi intéressant. Je crois qu'il y a un atelier qui en parlera demain, et je pense que c'est un outil aussi très intéressant. Je ne vais pas le détailler forcément plus avenant. Ce que je voudrais expliquer peut-être, puisqu'on est sur ce sujet de la formation des éducatrices, donc je vais peut-être le recentrer de ce côté-là sur la fin de mon intervention, c'est qu'au travers de mes visites, j'ai vu qu'il y avait des vrais points forts sur lesquels on pouvait s'ancrer. Je n'en doutais absolument pas, mais je ne les avais pas identifiés peut-être avant de vous voir de manière aussi fine. J'ai trouvé qu'il y avait par exemple une tenue, une motricité, on va rentrer dans le cœur du sujet, une motricité fine, une tenue des crayons, quelque chose qui était très abouti, et je suis assez admirative parce qu'en France, on a beaucoup de mal de ce côté-là. Donc là, j'avais beaucoup de choses à apprendre, et en venant accompagner au Maroc, on voit aussi qu'on a beaucoup de choses, et je fais un petit clin d'œil aux partenaires qui sont aussi sur cette table ronde pour dire qu'on a tout à gagner d'échanger au niveau international entre nos différentes pratiques pour pouvoir avancer ensemble. Donc des activités de bricolage, tout ce qui est mémorisation, et puis une bienveillance des éducatrices, une valorisation des réussites qui est assez exceptionnelle. On a parlé de leur engagement ce matin, je l'ai senti au quotidien, et puis un élan, un véritable élan d'avancée qui est assez époustouflant, enfin vraiment enthousiasmant. Alors des pistes progrès, nous les avons aussi identifiées. C'est pour ce quoi nous avons adapté ce modèle du DUCMAJ au Maroc pour travailler, alors je me répète, mais c'est très important pour nous, au plus près des pratiques professionnelles des territoires. Il nous a paru important de travailler sur la question du sens des apprentissages, pourquoi on apprend. Pour le jeune enfant qui arrive à l'école, qui chemine depuis sa famille jusqu'à cette structure qui l'accueille, il est important de savoir pourquoi il est là et qu'est-ce qu'on attend de lui. Ce qui implique forcément une explicitation des apprentissages de la part des éducatrices, qui parfois, souvent, avaient l'habitude de faire plutôt que d'accompagner la dynamique d'apprentissage. Une réflexion par rapport à la posture d'éducateur et dans cette dynamique de réflexibilité. La question de l'autonomie aussi, quelque chose qui nous a questionnés, avec beaucoup d'envie de la part des éducatrices, mais parfois des mises en œuvre qui étaient questionnantes par rapport à cette autonomie. On a envie de laisser ce petit élève œuvrer de manière autonome, mais on a du mal parfois en tant qu'éducatrice de lui faire suffisamment confiance pour aller jusqu'à la mise en œuvre. Une question aussi sur les modalités d'apprentissage et puis la différenciation, comment accueillir parfois des enfants de 4 à 5 ans et demi, 6 ans, avec chacun leur parcours, leurs identités, leur manière de fonctionner. Pour finir, je voudrais aborder, finalement je rejoins la question que posait ce matin Vincent à l'intervenant, qui est la question de la didactique. Et c'est une question qui nous tient particulièrement à cœur parce que nous avons parlé depuis ce matin beaucoup de pédagogie. La pédagogie, elle est essentielle, encore plus essentielle lorsqu'on accueille des jeunes enfants, dans sa posture, dans la manière dont on engage les modalités d'apprentissage. Nous avons parlé du jeu, de la créativité, mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enfants ne vont pas tout construire sur la petite enfance. Il y a déjà un certain nombre
de choses qui sont déjà préorganisées dans leur développement cérébral et qu'il va falloir alimenter, accompagner, stimuler. Et la question de la didactique en fait partie. C'est un mot qui peut parfois faire un petit peu peur quand on est en lien avec la petite enfance, mais la didactique, c'est-à-dire la manière dont on va rendre accessible le savoir à l'enfant et la manière dont on va l'accompagner pas à pas, progressivement dans cette construction d'un certain nombre de concepts est essentielle et demande une expertise. Nous avons travaillé dans le cadre du DUCMAJ au Maroc sur la question de la construction de la notion de quantité, sur la construction d'un certain nombre d'éléments liés au langage qui sont transversales dans plusieurs langues, mais sur lesquels il faut absolument que nous nous engagions. La question des interactions, par exemple, en fait partie. Voilà, donc dans les domaines qui sont cités et que j'ai repris dans le curricula, nous avons insisté sur cet aspect didactique. Donc c'est peut-être des échanges que nous aurons entre ces différentes interventions, parce qu'il est peut-être intéressant que l'on puisse partager notre souci, nous, d'entrer assez rapidement, non pas dans des apprentissages formalisés, mais plutôt dans un lien didactique-pédagogie au plus près de ces jeunes enfants. Voilà ce que je voulais vous traduire aujourd'hui. Nous sommes dans une dynamique actuelle d'évaluation, bien entendu, de cette formation du DU, qui est aussi très importante pour nous, parce que comme tout formateur, il est important d'avoir un retour sur ce que l'on propose pour pouvoir nous aussi évoluer et avancer. Et nous espérons que nous pourrons continuer dans l'idée du déploiement. Nous avons déjà été contactés notamment par une fondation, dans l'idée de vous aider à déployer au plus près des territoires et puis semer de ces petites graines. Les éducateurs, notamment qui me connaissent, je parle souvent de semer des petites graines parce que comme pour les élèves, il est important qu'on puisse les faire germer tous ensemble. Voilà, un grand merci. Merci. Merci mes chers collègues et amis lyonnais de cette présentation qui a parlé un petit peu du cursus universitaire avec un bac plus 3 et qui vont aller à la professionnalisation du métier à travers un master. Mais pour accéder au métier de professorat, il faut passer par en fait le concours national de professorat pour la fonction publique, etc. Donc on a vu avec Madame Grossard aussi, donc il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup d'architecture en fait dans le système français. Et Madame Grossard a présenté de sa part aussi la partie formation continue à laquelle ils accordent là-bas un intérêt particulier, notamment la formation tout le long de la vie. Donc merci. Et on enchaîne, je ne sais pas si nos invités sont toujours là, qui sont en ligne. Madame Bernardi et Madame Laribi de Tunisie. Vous êtes encore là? Madame Laribi, si je vous dis la chanteuse Amina Al-Nabi, est-ce que ça vous dit quelque chose? La chanteuse Amina Al-Nabi. Je vais vous chanter un petit refrain. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison dans la maison. Eh bien, c'est Monsieur Andalussi, le dernier qui a parlé, qui a dans la maison aujourd'hui. Donc, c'est le dernier intervenant de cet après-midi. Monsieur préscolaire du Maroc. Donc, on vous doit beaucoup, Monsieur Andalussi, notamment à la faculté des sciences d'éducation. Il était derrière, c'est un des fondateurs du système préscolaire au Maroc. Il a fait beaucoup de choses. Il est encore là, il est toujours là, il nous épaule à chaque fois qu'on parle justement de système préscolaire, notamment au Maroc. Donc à vous, Monsieur Andalussi. Merci. Merci, Monsieur Smaili. Alors c'est à la fois flatteur, mais c'est intimidant, mais aussi une énorme responsabilité que de pouvoir parler du préscolaire aujourd'hui. Je voudrais dire d'abord, Andalussi n'est pas seul. Il a toute une équipe qui travaille avec Madame Al-Rouni, Madame Andalussi qui n'est pas là, Madame Adekino, Lina Choufi, Khadija, Sena Jmouhi et beaucoup d'autres qui contribuent à l'éducation préscolaire. Quand on m'a demandé de faire cette intervention, on m'a dit 10 minutes. Donc j'ai essayé vraiment de réfléchir. Qu'est-ce que je peux dire en 10 minutes quand on a passé toute sa carrière à réfléchir et à travailler dans le domaine de l'éducation préscolaire. Déjà, à l'origine, j'ai travaillé en France
dans les écoles maternelles et surtout sur la problématique de la coéducation parents-enseignants. Ça, c'était mes débuts d'étudiant de doctorat. Alors, est-ce que je dois appuyer pour faire avancer, c'est ça? Très bien, très bien. Alors, pardon, non. Ok, très bien. J'ai réfléchi comment je pourrais coller au titre, qui est quelle formation, outils et pratiques. Et je me suis dit, j'aurais aimé être avec eux dans le comité d'organisation, que d'ailleurs je remercie vivement, avec M. le doyen, avec l'Institut français, qui nous ont donné l'occasion aujourd'hui, encore une fois, de parler de cette problématique qui nous vraiment intéresse très fort. Alors, j'ai dit, bon, je vais essayer d'aborder la vision du développement de l'éducation préscolaire en mettant l'accent sur la formation au Maroc, parce qu'on a toujours eu le sentiment, non pas d'être la différence avec beaucoup d'intervenants ou d'interventions dans ce sens-là. Alors, bien entendu, pour pouvoir faire ce travail, on a adopté une analyse systémique de ce qu'est le préscolaire au Maroc. Ça nous a amené, bien entendu, sur le terrain, à aller voir des écoles coraniques, comment ça fonctionne. Dans ces écoles-là, la tablette était tellement en bois dur que le seul mot régnant, c'était l'apprentissage, c'était la mémoire, c'était la répétition des apprentissages. Et depuis 14 siècles, ça a fonctionné comme ça. Ça a donné, bien entendu, à leur époque, des grands savants, des grands poètes, etc. Ça, personne ne le nie. Mais aujourd'hui, et les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'autre chose. Alors peut-être, je ne dirais pas qu'ils ont besoin de la tablette numérique de ton ami, mais d'être, j'ai envie de dire, capables eux-mêmes de s'adapter à la fois en tant qu'individu, à la fois en tant qu'être social, mais aussi en tant que dans les apprentissages. Alors, développer la connaissance, donc, ça c'est adopter une analyse systémique. Ça veut dire quoi concrètement, analyse systémique? Ça veut dire que depuis 1986, qu'on a commencé ce travail, on avait pris conscience que si nous voulons changer le paradigme de l'éducation préscolaire, on ne doit pas rester ici, au sein de la faculté des sciences de l'éducation, à parler entre nous, à faire des colloques, à dire que c'est important, et on plie bagage et on recommence l'année d'après. Mais de trouver des stratégies du genre, définir une problématique, inviter des décideurs, monsieur le ministre à leur tête, lui demander de venir soutenir la manifestation et de faire un discours sur la problématique. Croyez-moi que ça a bien fonctionné. On a organisé dans cette faculté 4 ou 5 colloques maghrébins et internationaux autour de la problématique du préscolaire, et on a estimé que pendant 10 ans, c'était une phase de plaidoyer pour l'éducation préscolaire. À partir de la charte, on a estimé que nous passons à une deuxième phase qui était la phase 2, la construction du concept de l'éducation préscolaire. Voilà, alors on va pouvoir avancer. Alors évidemment, développer la connaissance scientifique et les supports pratiques pour la formation des formateurs, ça faisait partie de notre programme, des éducateurs et du personnel travaillant dans les institutions préscolaires. Ça veut dire qu'on avait un souci d'aborder l'ensemble du personnel pour n'oublier personne et pour qu'on puisse aider le mouvement à avancer
dans le bon sens. Et enfin, construire des propositions de formation adaptées aux bénéficiaires de la formation à la réalité sociale et culturelle du Maroc. Évidemment, on était tout le temps ouvert et en échange avec tous les collègues, particulièrement des collègues en France, Belgique, Canada, Suisse et d'autres pays. Mais l'idée était de comment construire un concept d'éducation préscolaire qui colle à la réalité de notre pays et qui répond aux soucis et aux besoins des bénéficiaires de notre pays. Pardon, je pourrais avancer. Alors, et c'est là où j'ai essayé de coller au titre de... J'ai essayé de... Là, je partage avec vous les modes de formation auxquels nous sommes parvenus et auxquels il fallait absolument répondre. Il ne s'agissait pas de faire un modèle standard et de l'appliquer à quel que soit le public. C'est la recherche-action qui nous a permis d'aboutir à cela, c'est de développer des modes de fonctionnement et des modes de formation adaptés à chaque public. Alors, je vais vous citer quelques-uns ici, je n'ai pas le temps de tout citer, mais bon, un exemple, nous avons monté un système de formation de formateurs qui durait 120 heures, de 90 à 120 heures, et dont le but était de partager avec ces formateurs les contenus et les productions que nous avions fait dans le domaine, que ce soit de la didactique, que ce soit de la pédagogie, que ce soit de tous les documents qui répondaient aux 6 grands domaines très connus dans l'éducation préscolaire. Alors, bien entendu, tout le temps, apport théorique, apport pratique, et aussi des modules de réflexion. On a aussi développé la formation par renforcement de compétences, c'est-à-dire on avait un groupe entre 20 et 30 personnes, ça dépend des années et des moments, qui venaient un peu de partout du Maroc et qui étaient des responsables d'établissements dans le secteur préscolaire. Je vois quelques têtes ici. Et donc, avec eux, nous avions défini les thèmes et les stratégies nécessaires pour répondre à leurs demandes réelles, pratiques, sur le terrain. Notre travail, c'était à la fois de faire ce travail, mais aussi, par la suite, de systématiser ce travail, de le théoriser, d'en sortir avec des articles ou avec des publications. Alors, l'autre aspect de la formation, alors évidemment, j'ai parlé jusqu'à maintenant du public, j'ai envie de dire, qui sur le tas, qui travaille sur le terrain. Et c'est avec ce public qu'il fallait vraiment, j'ai envie de dire, pénétrer cet ensemble-là pour pouvoir développer une vision adéquate et qui répond aux besoins de l'enfant et surtout qui le considère comme la pierre angulaire de l'ensemble. Ici, à la Faculté des sciences de l'éducation, nous avons monté une maîtrise, à l'époque on appelait ça la maîtrise éducation préscolaire de 1994 à 1998, toujours dans le même esprit. Une maîtrise, c'est un nombre, alors à l'époque c'était 750 heures. Sur les 750 heures, il y avait un tiers de théorie, un tiers de pratique et un tiers de stage. Et donc, pour nous, c'était très important d'articuler ces trois-là. Et le bilan qu'on a fait de cette maîtrise-là, c'est que ce n'était pas un bilan vraiment positif, dans la mesure où cette maîtrise était surdimensionnée par rapport à la réalité du terrain, et où le terrain était quasi privé, et où les gens dans le privé, ils payaient un certain salaire, et qu'ils ne voulaient pas payer
Je ne dis pas qu'ils ne pouvaient pas, je dis qu'ils ne voulaient pas payer ce que méritent ces gens-là avec Bac plus 4. Résultat, la majorité de ces étudiants-là sont des fonctionnaires au ministère de l'Éducation nationale. La bonne nouvelle, c'est dans le secteur préscolaire, ce qui nous aide et qui permet de pousser, j'ai envie de dire, le schmilblick pour que le concept de l'éducation préscolaire devienne une réalité. Pardon. Juste le deuxième point. Donc, depuis 2012, moi je suis à la retraite depuis 2016. De 2012 à 2016, nous avons monté la licence professionnelle, éducation préscolaire, qui a continué, je ne sais pas si Rachel peut me confirmer, mais qui a continué et qui prend maintenant d'autres formes dans la licence voilà. Donc, pour nous, il s'agissait de nous adapter pour pouvoir répondre aux bénéficiaires selon leurs besoins, et le besoin surtout de répondre à la généralisation de l'éducation préscolaire au Maroc. Je ne vais pas être plus long, je suis pas long, pardon. Bon, on a dans ce cas, bien sûr, il y a la formation continue, c'est aussi un secteur qui nous permet de continuer à approfondir avec les gens que nous avons formés. Mais cet ensemble, dans sa totalité, ne répond pas aux besoins nationaux. Nous sommes encore dans le chemin pour pouvoir continuer à développer une éducation préscolaire de qualité avec une formation adéquate et avec une formation digne de ce nom et qui répond réellement aux besoins de l'enfant. Voilà, alors on a pondu quelques documents, je vous donne un exemple. Vous trouverez dans ces documents-là tout le programme de la formation initiale et aussi la formation sur le tas. C'était une stratégie qu'on avait développée qui nous a permis vraiment d'aller loin et d'aller dans les profondeurs. Alors, je dirais 2 ou 3 mots et je finis, si vous me permettez, Monsieur le Président. Bien entendu, quand j'ai parlé de l'analyse systémique tout à l'heure, j'ai parlé des colloques, organisation de colloques, faire des formations de formateurs, etc. Mais il y a aussi d'accepter de répondre à des expertises, telles que le Conseil supérieur de l'éducation, quand il m'a demandé de faire la stratégie pour le développement de l'éducation préscolaire au Maroc. J'ai accepté de le faire, je l'ai fait avec grand plaisir, et j'étais même honoré de voir qu'il a été adopté et validé, et qui fait partie maintenant des dossiers formels, et ça fait vraiment plaisir. Et ça donne aussi la mesure que le chemin que nous pensions dur, difficile, eh bien, quand on arrive à des résultats, vraiment, ça fait plaisir. Toutes les sympathies que j'ai entendues pendant ce colloque m'ont touché, m'ont rempli de joie et de bonheur. Et je me suis dit, j'ai fait quelque chose de ma vie. Dans cette faculté des sciences de l'éducation, mais aussi dans cette ONG ATFAL que j'ai eu le plaisir de présider depuis sa création. Alors, actuellement, et ça c'est important, actuellement, vous le savez, l'éducation préscolaire et le ministère, ça a été dit depuis ce matin, a légué la responsabilité à la FPS, à Zagora et à la BNC aussi, d'accord, et à la BNC. Et j'imagine d'autres, bon, bref. Mais ça, c'est déjà, laissez-moi vous dire mon appréciation personnelle, c'est déjà un bon pas. Parce qu'avant, on avait 30 000 associations qui faisaient du préscolaire, qui faisaient de la formation, qui faisaient un peu de tout. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, mais aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique de réorganiser le secteur, de lui donner le souffle pour devenir de qualité. Et nous avons convenu avec l'AFMPS, on est ouvert bien entendu à tous les autres pour pouvoir faire bénéficier à tout le monde notre acquis,
de travailler la main dans la main pour former des formateurs et de léguer l'héritage acquis par notre équipe à cette équipe-là. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec 35 formateurs de formateurs qui ont été sélectionnés parmi les meilleurs de la FNPS et avec qui nous sommes en train de... Ça fait maintenant 1 an et demi et il nous reste 1 an et demi. Nous avons dans l'équipe dit 3 ans et on arrête. Après, c'est à l'équipe de la relève de continuer le chemin et nous, on ira se reposer un petit peu. Alors, nous travaillons donc dans les 3 domaines, la formation, la production et la recherche. Pour nous, c'est la transmission. Et croyez-moi que c'est très, très, très difficile. Et je pensais même qu'on allait partir sans que la relève soit assurée. J'avais espéré pendant longtemps qu'au niveau de l'université on puisse faire ça. Ça ne s'est pas fait, mais l'occasion nous a été donnée par une fondation que je remercie vivement. Et avec cette fondation, nous nous sommes donné l'objectif donc de créer cette équipe-là et d'assurer la relève. Je vous remercie de m'avoir supporté et merci. Merci professeur Andalussi qui a terminé en fait les interventions comme d'habitude en fonction montée. Il y a une chose qui m'a interpellé quand vous avez parlé de la tablette chez les enfants qui était dure. Je me rappelle très bien, le frais était plus dur que la tablette. Et déjà après, je dois après la je dois. En tout cas, je vous remercie et je remercie également votre équipe ici présente qu'il faut applaudir s'il vous plaît. Nous sommes très très reconnaissants de ce que vous avez fait pour le Maroc. J'ai lu dernièrement, je ne sais pas si c'est vrai, monsieur Andalussi, que la fondation, elle va détruire en fait l'établissement qui se trouve préscolaire à Riyad pour construire à la place un hôtel. Et je trouve ça en fait franchement dommage. Alors que le Maroc a besoin de ce genre, de multiplier ce genre en fait d'expérience. Donc sans trop tarder, c'est moi qui vous le dis, sans trop tarder, donc je cède la parole à l'auditoire si vous avez des questions ou un petit commentaire. Donc soyez bref s'il vous plaît, 1 minute chacun, ça fera mal à personne. Madame, le nom Belemiki. Madame Belemiki. Qui d'autre? Je prends 5. C'est Rachid Bontaïbi. Vous avez parlé tout à l'heure de la relève. Elle est présente ici même avec Rachid Bontaïbi qui fait un travail formidable. Il est même en train de mettre en place d'autres projets avec le Canada et d'autres pays également, notamment dans le préscolaire. C'est ça? C'est bien le mot. Au fond, c'est bien? مريم ممكن تقولي لي واش انا الله يحفظك نعم نادية الوزان ليلى. Donc on commence par Belemiki s'il vous plaît. Madame Belemiki, à vous. واحد البوطون ماشي ابوي تريح شويه. Donc, bonjour à tout le monde. Je me représente encore une fois. Je suis Bouda Belemiki, professeur-chercheur à l'université Moulay Ismaïl. Je suis coordinatrice de la filière du préscolaire à l'école normale supérieure. Monsieur Andalussi, franchement, j'ai vu le matin, je ne vous ai pas connu. Je vous connais d'ailleurs d'après la trace écrite que
vous avez laissé à l'université Moulay Ismaïl. Les livres, les guides et tout ça, tout un travail énorme que vous avez en fait monté avec votre équipe pédagogique. Franchement, je suis fière de vous voir directement face to face. Franchement, je suis vraiment honorée pour vous dire. En chair et en os. Voilà, franchement, hein, vraiment, parce que. Non, sérieux, parce que mon premier contact avec le préscolaire, c'était à partir de vos livres, pour vous dire la vérité. La première fois que j'étais recrutée à Meknès, que j'ai été recrutée à Meknès, ils m'ont demandé d'enseigner en préscolaire. J'avais aucune idée. J'avais préparé ma thèse dans la spécialité de primaire, imaginez. Alors la seule trace que j'avais à l'époque, je parle de 2016, c'était vous et votre équipe. Merci infiniment pour tout le travail que vous avez effectué, vous et votre équipe magnifique. Il vous reste 5 secondes. سيد الرئيس شي واخا تحيد لي الكلمه ماشي مشكل داكشي اللي قلته راه كافي بور موا. دونك انا السؤال الذي يطرح في هذا السياق هو lorsqu'on parle de l'âge de l'éducateur ou bien de l'éducatrice au préscolaire. Comme vous le savez maintenant, le ministre a plafonné l'âge de 30 ans. Pour moi, je crois que c'est à partir de 30 ans qu'on peut travailler dans le préscolaire. À quel point vous êtes d'accord pour ce qui concerne cette décision? Et j'aimerais bien avoir votre opinion sur la formation initiale, licence professionnelle, à partir d'un DUG, la psychologie, la sociologie et tout, ou bien vous êtes pour l'éducation, ou bien vous êtes pour la licence en éducation spécialité préscolaire. Merci. On prend les questions d'abord. D'accord, allez, on prend les questions. Rachid Dottaïbi, c'est Rachid Doucet. Vous donnez le micro à mon professeur? Non, absolument, je ne peux pas. حقيقة المداخلة ديال الأستاذ خالد المدرسي عادت بي إلى السنوات التي اشتغلت مع فريق أطفال، وخاصة عندما كان مطلوب تهيئ مربين ومربيات لفائدة مؤسسة محمد السادس. أدري مصير هذه العلاقة بين مؤسسة محمد السادس وغيرها، لأنها كانت تنبئ على أن المؤسسة بصدد خلق قبل أن تتبنى الوزارة سياسة يعني التربية ما قبل الدراسية وغيرها. ولذلك فأنا فخور جدا أن اشتغلت مع المجموعة التي كانت تكون مجموعة أطفال، ومجموعة أطفال عندما تذكر التربية ما قبل المدرسية أو طفولة مبكرة في المغرب، هذا جزء من تاريخ المغرب ككل، من تاريخ كلية علوم التربية، من تاريخ هذه المجموعة التي ربما غادرنا منها إلى دار البقاء من غادر، وفي مقدمتهم الأستاذ عبد العزمية رحمه الله هذا يوم الجمعة هذا. فلذلك هذا يعني أصبح إرثا ليس للأطفال وحدها، أصبح إرثا عموميا وعاما لسائر المغرب والمغاربة. كما قالت الأخت من الكناس، صحيح أن المطبوعات التي طبعتها الأطفال للندوات والمناظرات التي أقيمت في هذه المؤسسة شاهد يرجع إليه باحثون عندما يريدون التحدث عن بحث علمي رصين في الجامعة المغربية متعلق ب يعني
تربية ما قبل الدراسية وعن الطفولة وعما فجزاكم الله خيرا وكما قلت أنا فخور بكم. شكرا. Ustad El Aziz, c'est Glamou. Donc, Monsieur Rachid. Alors, merci Monsieur le Président, merci à toute la. Moi, je voudrais revenir. Effectivement, c'est un patrimoine qui n'est pas propre juste à Atfal, mais qui est propre à tous les Marocains. Alors, dans la continuité, je voudrais juste partager avec vous, cher docteur, qu'effectivement, au niveau de la faculté des sciences de l'éducation, nous avons mis, à partir de 2020, une nouvelle licence en éducation de préscolaire qui s'étale sur 3 ans, d'accord, et effectivement, plus de 1900 heures de travail et plus de 49 modules. Ils sont répartis entre tout ce qui est théorique, tout ce qui est pratique et tout ce qui est recherche-action et des activités sur le terrain. Et effectivement, elle est ouverte à toutes les étudiantes, à toutes les personnes qui sont intéressées. Et effectivement, nous avons pris sur notre responsabilité un petit peu de rigueur au niveau de la sélection des éducatrices. Alors j'ai eu hier l'occasion de partager une petite expérience avec Madame Pascal, qui est à côté de nous, et qu'elle était en train de faire la formation, et on est arrivé un petit peu à faire une évaluation sur les différentes éducatrices. D'accord, on était ravis, et effectivement, ça veut dire que nous sommes dans une logique qui est progressive. Alors, je voudrais juste vous annoncer aussi qu'il y a une chose au niveau de la faculté, c'est que nous sommes en train de lancer un nouveau CU, et non pas un DU. Alors, CU, c'est un certificat universitaire, d'accord, qui va entrer effectivement pour renforcer la valorisation des acquis et par l'expérience professionnelle. Et ça va être destiné à toutes les personnes qui sont intéressées par la petite enfance et le développement de la capacité des petites enfances, sachant qu'au niveau du Maroc, il y a beaucoup, je sais personnellement, d'éducatrices qui font un travail extraordinaire sur le terrain, mais qui n'ont pas cette reconnaissance étatique et ce complexe de diplôme, je le dis bien. Et effectivement, ça va être une première au niveau universitaire, d'accord, et qui sera ouverte en 2 sessions. Ça veut dire qu'il y aura 2 groupes, Inch'Allah. Donc nous sommes en train de faire tout ce qui se rapporte avec les dispositions administratives nécessaires. Mais c'est qui pourrait un petit peu vous être très utile, d'accord, pour renforcer vos capacités. Et effectivement, dans les intervenants, nous serons ouverts à tous les intervenants qui sont ici, et notamment l'équipe d'Atfal et d'autres. Alors, en même temps, je profite de l'occasion de vous annoncer aussi que nous sommes en train, avec nos amis du Cégep de Saint-Ant, au niveau du Québec, du Canada, nous sommes en train de monter un module à distance, un projet de programme à 5 ans. Et ça veut dire qu'effectivement, ça va permettre à nos étudiants, effectivement, de bénéficier de ces activités, de ce programme, d'accord. Et effectivement, nous sommes en train de parler, on a parlé premièrement sur la double diplomation, qui est un petit peu difficile à mettre en place, mais nous sommes en train de parler sur un petit peu sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, et qui fait qu'effectivement, nous sommes reconnus déjà, mais nous sommes une reconnaissance internationale. Je profite même de l'occasion pour vous dire qu'effectivement, j'ai eu le plaisir d'avoir Madame Séverine Gorsar la dernière fois de l'Université de Lyon, et effectivement, nous sommes en train de penser à mettre en place un partenariat d'entente pour un petit peu voir un petit peu quelles sont les possibilités de partenariat, et de mettre aussi de la mobilité, mais aussi des formations, d'accord, pour nos éducatrices, nos étudiants. Donc nous sommes dans cette logique qui est une dynamique qui est très 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 positive, mais aussi on a un partenariat qui va Inch'Allah, on va le mettre avec nos amis de la Tunisie. Je profite maintenant que Rim elle est avec nous, effectivement, un petit peu pour voir quelles sont les possibilités d'accord, premièrement de mettre en place un petit peu, de voir quelles sont la convergence. Et effectivement, nous sommes dans une belle dynamique, et voilà, croyez-moi, effectivement, ça nous rassure, et voilà, merci. Merci, c'est Rachid. C'est Rachid Khantebi. Tu as parlé plus d'1 minute. Bon, je vais distribuer l'injustice d'une manière équitable. Mariam. أعطيها الميكرو مريم. لكن رشيد انت صاحبي ماشي مشكل. Salam alaikum, Monsieur le Président. Je tiens sincèrement à remercier tout le monde. Je tiens juste à vous informer que certes, on vient, moi et mon équipe, d'une petite ville, peut-être là une grande histoire, mais c'est une petite ville marocaine.
Je suis un peu enrhumée, mais sincèrement, je ne l'ai pas regretté. Certes, je viens d'une petite ville, mais d'un établissement qui croit... Ksalkir. Kbir, oui, Kbir avec son histoire historique. En comparaison avec les grandes villes et les petites villes. Alors, comme je disais, certes, c'est une petite ville, mais autant qu'un établissement, on croit sincèrement que le secret de toute réussite, c'est comme il vient de dire Monsieur Andalousi, c'est la formation continue. Monsieur Andalousi, je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois, mais je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse. Pourquoi ? Parce que, donc, administration pédagogique, on reçoit trop de visites inspectrices, des inspecteurs et des inspectrices, avec tout le respect qu'on les doit, mais ne sont pas des formateurs et des formatrices. Les visites sont toujours là pour, à la fin, avoir un rapport évaluatif. Mais la formation, ça nous manque. On a vraiment hâte et besoin, Monsieur Andalousi. Alors, j'appelle les formateurs et les formatrices à venir chez nous. Les petites villes ont besoin de vous. Monsieur Vincent, une petite question, si vous permettez. C'est fini ma minute? Non, vous pouvez. Hein. Vous venez d'une petite ville avec une petite question, je vous laisse un petit moment. Merci pour votre grande patience. Monsieur Vincent, quelle est la recette magique pour réussir sa carrière autant qu'éducatrice-éducateur, s'il y en a? Merci. D'accord. Merci, Mariam. Et je vous rappelle, Mariam, je ne suis pas président. Hein. Moi, je n'ai pas l'amour du pouvoir, mais j'ai le pouvoir de l'amour pour ce pays. Ça, merci. C'est mon modérateur. Donc, on passe le micro à Nadia El-Ouazzani. Madame Nadia El-Ouazzani, elle est là. Le micro, la première rangée. واش من وزنة الأسنة؟ Oui, الوزاني كلهم وزان ولكن l'origine est de Fès. J'ai arrêté le chrono, allez-y. Alors tout d'abord, je remercie très fort tous les intervenants. Vraiment, c'était des interventions éminentes et vraiment, on est très très satisfait de ce colloque. Et alors, je me présente, je suis Nadia El-Ouazzani, je suis à la tête d'un groupe scolaire de 2 à 12 ans. J'ai aussi une deuxième casquette, je suis responsable du pôle éducation-formation au sein d'une association internationale, le Lions Club, si vous connaissez. Et alors, voilà, tout d'abord, je remercie Monsieur Andalousi parce que quand je vois dans les CV, quand je recrute et je vois le CV Atfal, je me dis au moins c'est des éducatrices qui ont déjà des notions de pédagogie et d'éducation et ils sont déjà favorisés par rapport aux autres. Alors, je profite de mes 2 casquettes et pour justement, et je profite aussi du partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour justement contribuer à la généralisation du préscolaire. Et je vous informe qu'on a créé 64 classes de préscolaire dans le milieu rural et le milieu périurbain. Et on a déjà le projet, on va arriver à 300 classes préscolaires. Mais on s'est trouvé justement, on a créé des classes qui répondent aux normes internationales, on a pensé à tout, à la classe, à la peinture, aux jeux éducatifs, aux structures de motricité, à la motricité fine. On a vraiment, d'ailleurs, le ministère, on fait toujours, on se concerte toujours avec notre ministère, bien sûr, mais on s'est trouvé, lorsqu'on fait notre petite visite en tant qu'association pour voir ce qu'il en est de ces... est-ce que ces éducatrices arrivent à
à apprendre aux enfants comment justement utiliser ces jeux éducatifs et tout ça. Mais malheureusement, je ne veux pas être négative, mais on se trouve devant un mur. C'est des éducatrices qui ne sont pas du tout formées, c'est des éducatrices qui sont là pour le gardiennage, je dirais, parce que là, ça ne sert à rien de vraiment de créer plusieurs classes de préscolaires et ne pas penser d'abord à former des éducatrices. De toute façon, on n'a pas voulu vraiment continuer dans la quantité, on a voulu justement penser à la qualité. Et là, je remercie Madame Dassi, je crois qu'elle n'est pas là. Elle nous a ouvert les portes justement pour créer un centre expérimental pour formation d'éducatrices des niveaux quand même des licenciés trilingues. C'était juste une petite expérience. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a constaté aussi? J'ai dépassé le temps. Les bords des limites. D'accord. Non, c'est juste pour vous dire, pour que je sois bref, okay. C'est juste pour vous dire merci. Que la formation d'abord, après la généralisation. Merci Madame Et j'aimerais bien savoir pour les décideurs, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ces éducatrices qui sont là et qui doivent être quand même... C'est noté, enregistré. D'accord, merci. La dernière intervention de Leïla. Elle est où Leïla? La dernière intervention. Rapidement, Leïla. J'ai déjà écrit mon intervention, comme ça je serai rapide. Donc, merci Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous. Je suis Leïla Haouri, doctorante chercheur en ingénierie pédagogique. Je suis aussi enseignante à l'Agence de l'enseignement français à l'étranger ici à Rabat. Donc, concernant la formation continue et l'auto-formation, ma question porte sur le rôle du paradigme technologique à travers la mise en place des plateformes numériques comme un dispositif de la formation continue à distance. Et là, je pense vivement à l'accompagnement des éducatrices en monde rural. Voilà, plateforme numérique comme un espace de collaboration dans le cadre d'une intelligence collaborative. Deuxièmement, ma question concerne l'importance de la formation des éducatrices en TIS, en technologie de l'information et de la communication, une formation pragmatique qui vise l'élaboration, qui va permettre à l'éducatrice d'élaborer ses propres ressources numériques, ses outils de manipulation. Troisièmement, c'est le moment, à travers mon expérience, c'est le moment de l'exploitation de l'intelligence artificielle qui va aider l'éducatrice sur le volet linguistique, surtout pour le français, la langue française comme langue étrangère, et surtout pour aussi l'élaboration des ressources numériques qui vont aider l'éducatrice à gérer surtout les EBS ou bien les élèves à besoins spécifiques. Et avant tout cela, j'incite notre cher ministère à outiller nos chères éducatrices par un PC, un ordinateur portable, un projecteur ou bien un TBI, un tableau interactif. Et ça ne demande pas beaucoup vu que notre ministère s'est déjà inscrit dans un projet d'équipement des écoles primaires et ça a été réussi à 100%. Merci. Merci. Leïla, c'est chaud. Hein? Et pourtant, tu viens de la Picardie. Voilà, donc merci de votre participation. Après, si on aura le temps, je peux prendre en fait d'autres. Mais je vais laisser quand même le panel répondre à toutes vos questions. Et mes amis qui nous viennent de France ou de la Tunisie, de Canada, si vous avez quelques réponses ou... Oui, bien sûr. Si on peut réécouter les questions parce qu'on a... Une reformulation succincte de la question. Un vendredi, nous serons même obligés de reprendre la prière. Peut-être oui. Je commence par la première question. J'aurais éventuellement sur le numérique aussi. Mais, alors, la question, c'était comment réussir son métier. C'est ça, hein. La recette. Alors, moi, je n'ai pas de recette. La grande recette. Non, il n'y en a pas.
il n'y en a pas, par contre, enfin, moi j'en ai pas en tout cas, même si j'ai pas mal d'expérience, mais par contre, il y a quand même des choses sur lesquelles vous allez avoir de toute façon des éléments d'observation qui vous permettent de voir qu'en fait vous apportez quelque chose. Moi, la première, enfin, moi j'ai plutôt des conseils, c'est-à-dire que la première chose serait plutôt de toujours considérer en fait l'enfant comme ce qu'il est, et pas aller vers une norme qui consisterait en tous qu'ils soient pareil, même taille, dire les mêmes mots, faire la même chose au même moment, et ainsi de suite. Donc vraiment considérer l'individu pour ce qu'il est, d'accord, et accepter effectivement qu'ils n'agissent pas tous de la même façon. Ensuite, il y a cette dimension aussi de les laisser grandir et les voir grandir. Enfin, moi, souvent, ce que je dis quand débutant en petite section, enfin, moi, c'est plutôt ma spécialité, 2-3 ans, et ce que les jeunes enseignants ont très peur. Parce que à la rentrée, ça pleure, d'accord, ça parle pas, ça veut pas faire ce qu'on leur dit, ils veulent pas rester assis, ils veulent, enfin, voilà, ah ouais, c'est normal, c'est des enfants. D'accord, c'est des enfants. Donc, en fait, souvent, ce que je leur dis, vous allez voir, en fait, la petite section, c'est le meilleur endroit pour apprendre le métier et pour comprendre ce que c'est effectivement que d'accompagner un enfant qui apprend. Parce qu'en début d'année, en fait, ils arrivent en pleurant. Et en fin d'année, c'est vous qui pleurez parce que vous auriez bien voulu les garder pour continuer avec eux. D'accord ? Donc, il y a ces éléments-là, quoi. De toute façon, vous n'aurez pas de recette magique, mais toujours faire confiance à l'enfant, sa capacité de pouvoir apprendre à agir, mais accepter qu'ils ne le fassent pas tous au même rythme. Après, il y a sûrement d'autres trucs, mais en tout cas, moi, c'est ce que je retiens dans ma carrière. Oui, moi je voudrais rajouter, faire confiance à son intuition aussi. Je pense qu'il y a une intuition qui est très forte, il faut se faire confiance. Vous parliez tout à l'heure des cadres qu'on vous fixe, etc. C'est vrai qu'on l'a vu dans le diplôme qu'on est en train de vivre tous ensemble, et il faut laisser une part d'autonomie et de confiance aux éducateurs. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui joue à ce niveau-là, en termes motivationnels, mais pas que. Moi, je crois vraiment au fait que, certes, alors je vais prononcer un petit mot qui va faire rire certains, mais certes, il faut qu'on ait des objectifs précis, mais ensuite, les modalités pour y parvenir, je pense qu'il faut les laisser aussi dans l'appropriation que chacun s'en fait. Et ça rejoint ce que dit Vincent par rapport à l'enfant, c'est-à-dire que je dois aussi, à partir de ce que j'observe chez l'enfant, faire confiance aussi à ce que je sais et l'intuition que j'en ai pour arriver avec mon regard sur l'accompagnement de cet enfant. Alors on peut m'aider, on peut me donner des ressources, on peut me former. Moi je veux enchaîner, puis je te repasserai la parole sur les plateformes. Moi j'ai construit il y a 4 ans maintenant une plateforme en France pour des modules complètement autonomes, c'est-à-dire qu'il y a 6 modules et ils sont complètement autonomes, nos enseignants, sur ces 6 modules, et ils en sortent ravis et grandis, à condition, juste un petit conseil aussi, de placer quelques classes virtuelles pour relancer la dynamique et qu'il y ait de l'humain malgré tout dans ces dynamiques-là. Et je pense qu'une alternance entre ces modules construit un autre conseil avec des ressources terrain, c'est-à-dire des captations de ce qui se passe vraiment dans les classes, des petits focus sur des gestes professionnels précis, sur la manière de sourire à l'entrée de la classe, la manière de poser sa main sur l'épaule d'un enfant, voilà, des choses comme ça très précises, donc avec des ressources de terrain, et puis un accompagnement, un regard parfois, une ouverture d'un accompagnant qui est là pour apporter un petit peu d'humanité quand même, et de réponse surtout à quelques questions qui resteraient. Mais c'est tout à fait possible, et je pense que c'est de belles perspectives. Merci. Monsieur Handel aussi. Merci, je vais essayer d'être très rapide. Alors, je remercie toutes les interventions pour leur gentillesse qui vont vers l'équipe et qui vont vers tout le travail qui a été fait. Et j'ai envie de dire, en termes d'héritage, vous avez raison, monsieur Limon, ce travail n'a pas été fait pour une équipe, il a été fait pour le patrimoine national. Et donc, nous n'estimons pas que ça appartient à quelqu'un, mais ça appartient à tous les enfants du Maroc. D'ailleurs, ça c'est mon combat jusqu'à la fin de ma vie. À chaque fois que je travaille avec une organisation, je dis toujours, ce n'est pas juste pour vous, mais nous et vous, pour tous
tous les enfants du Maroc. Merci, professeur Andalussi. Je veux juste rebondir également sur ce qu'a dit Leïla sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas apporter, franchement, pour la formation des éducateurs et pour l'intervention, notamment dans le traitement de données et surtout dans la personnalisation de l'intervention. Elle peut apporter beaucoup de choses. J'avais d'ailleurs proposé une communication là-dessus, mais bon, je l'ai retiré, j'étais mal compris malheureusement par mes chers collègues. Avant-hier, j'ai fait une intervention à la foire du livre sur l'intelligence artificielle et l'éducation. Et comme elle a dit Einstein, l'intelligence artificielle ne peut pas faire le poids face à la stupidité naturelle. Et c'est vrai, il faut faire en fait un bon usage tout simplement, parce qu'on croit que c'est de l'avenir. Mais bon, on a déjà commencé à parler depuis 1950. Et si on veut l'école de demain, avec les méthodes d'autrefois, on récolte le drame d'aujourd'hui, comme il a dit Crozet. Et sur ce, je vous dis toutes et à tous, je vous remercie de votre patience, surtout un vendredi après-midi. Je vous remercie et je pense qu'il y a un dernier mot de Canada, non? Non, de la Tunisie. Ah, de la Tunisie, juste de près. D'accord. Donc, concernant l'utilisation de l'enseignement ou la formation à distance en Tunisie. Alors, le secteur de l'éducation préscolaire il est assez développé. Dans le cadre de renforcement des compétences des éducateurs de préscolaire, dont une grande partie, surtout dans le secteur privé, qui ne sont pas des diplômés universitaires, donc il suffit d'avoir le brevet, faire une formation professionnelle, puis ils se retrouvent sur l'éducation au préscolaire. Le ministère de l'Éducation et le ministère de la Femme, sous l'égide de l'UNICEF, ont conçu une plateforme de formation à distance, FAD préscolaire en Tunisie, elle est en phase test, pour essayer de compléter la formation ou de renforcer les compétences de ces éducateurs, essentiellement dans les domaines ou bien les thèmes. Donc, ces éducatrices, enfin éducateurs, ces éducatrices n'ont pas eu l'occasion d'être formées. J'ai cru entendre tout à l'heure une petite comparaison entre la Tunisie et le Maroc, mais je n'ai pas pu discerner le contenu de la question à travers une intervention. Donc, je crois qu'en Tunisie, on fait la part des choses entre éducation préscolaire et enseignement. L'année préparatoire qui fait partie de l'éducation préscolaire, les enseignants peuvent la prendre en charge. Mais avant 5 ans, c'est uniquement l'éducateur de préscolaire qui prend en charge ses enfants. Donc il y a un clivage, je vais dire, entre préscolaire et enseignement. Et on a 2 licences, une licence en éducation de formation des éducateurs et une licence de formation des enseignants qui s'appelle éducation-enseignement. Merci. D'accord, merci. Madame Bernardi, peut-être? Non? Oui. Un dernier mot pour la fin? Je vais rebondir sur la formation en ligne. En fait, au Cégep, nous offrons énormément de formations qui sont faites en ligne. Donc, ça peut être en mode hybride, donc synchrone, asynchrone, avec des classes virtuelles. En éducation à l'enfance, il y a une formule qui permet en fait d'avoir 2 jours en formation et 3 jours en milieu professionnel. Donc, c'est une alternance qui permet en fait de mieux concilier les 2 formes d'apprentissage. Pour nous, c'est une question, excusez-moi, de survie, parce que le Québec, c'est très grand espace, il y a des régions très éloignées, et il y a des personnes qui ne pourraient pas accéder tout simplement à un dispositif de formation leur permettant d'avoir une carrière professionnelle tout simplement. Alors, au Cégep, nous avons un service qui est très, très, très dynamique, qui a trait la formation à distance. Et je viens de faire le projet pilote avec l'Université Mohamed V pour les modules asynchrone en éducation à l'enfance, pour la clientèle qui est diplômée à l'Université Mohamed V, et celle de l'Institut supérieur des cadres de l'enfance en Tunisie. Alors voilà, je vous remercie beaucoup, Choukran. Merci de votre participation, merci à Arim Larid, également à de Lyon, Madame Grossard et Monsieur Guillaume. Merci également à Professeur Khalid Andalussi. Merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah.